Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ses existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons. L'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Pour ce premier épisode, il me paraissait naturel de donner la parole à la personne qui m'a ouvert les portes du voyage lent, celle qui a forgé ma compréhension des grands enjeux du voyage et qui a cofondé l'association dans laquelle j'ai pu m'engager pendant 4 années. Cette personne, c'est Siméon Baldi de Barral. Dans cet épisode, on s'immerge dans le voyage initiatique qu'il a vécu, les rencontres et les découvertes qui l'ont transformé, les apprentissages et les engagements qui en ont découlé. Siméon était loin de se douter à ce moment-là que l'aventure on the Green Road ne faisait que débuter, qu'elle allait passer de transition personnelle à transition du monde, qu'elle allait devenir l'association des voyageurs et voyageuses engagés. Prépare-toi bien, on part explorer la philosophie du voyage à impact positif. Bonjour Siméon, merci de m'accueillir chez toi dans cette belle ville de Lyon. Salut Anthony, c'est chouette de m'inviter pour ton podcast. Siméon, tu es l'auteur du livre Les facéties du stop, publié aux éditions Transboréal, le réalisateur de la web-série Voix de Traverse et du documentaire On the Green Road, et le président et cofondateur de l'association qui porte ce même nom. À l'occasion de conférences et autres interventions données un peu partout en France, tu es le porte-parole d'une nouvelle philosophie du voyage, celle qui promeut un voyage à impact positif. Donc on va prendre le temps de développer avec toi ce que tu entends par voyage à impact positif. Mais tout d'abord, je voulais revenir avec toi sur ce moment de bascule qui a changé ta vie. En 2011, à la sortie de tes études d'ingénieur dans le bâtiment, tu refuses le chemin tout tracé qu'on te promet, CDI, belle paye, et tu décides de partir faire un tour du monde à vélo avec ton cousin à la rencontre des engagements écologiques. Donc je voulais te demander tout d'abord comment est venue cette envie de te lancer dans un tel périple à vélo. Qu'est-ce qui a motivé ce choix à ce moment-là ? Et très bonne question. En fait, ce qui m'a motivé, c'était beaucoup une soif d'aventure. En fait, on était avec mon cousin avec qui je suis parti. On avait tendance à déjà beaucoup partir en stop. C'était devenu un petit peu une pratique habituelle pendant nos études, aussi avec un autre ami. On se motivait, on partait sur des périples à plusieurs ou tout seul, et on partait de plus en plus loin. On appréciait cette liberté énorme qu'offre le stop. Finalement, il n'y a pas de coût à ce genre de voyage, ou très peu. Donc en fait, on est très libre, et même si on a peu d'argent, on peut bouger. Et aussi les rencontres incroyables qu'on faisait. Et ça nous a vraiment poussé à partir faire un grand voyage pour terminer nos études. On se disait, bah, en fait, on a très envie, on a ce rêve qui est présent, et en fait, il y a un moment où on peut le réaliser, et là, on a une fenêtre de tir pour le réaliser, sans même se rendre compte qu'en fait, derrière, ce qu'on attendait de nous, c'était plutôt d'aller directement avoir un travail et tout ça. Ça, on le voyait finalement à peine, et heureusement, j'ai quelqu'un en stop qui me l'a rappelé en disant, bosse bien ton projet si tu veux partir, pour que vraiment il n'y ait rien qui t'empêche de partir. Et voilà, donc c'est ça qui nous a poussé à partir, grosse curiosité, et puis aussi se dire sur un sujet écologique qui a été notre thématique de voyage. Bah, en fait, on a envie de creuser ce sujet parce que
Sinon, on va aller bosser, on va faire un peu l'autruche pendant 20, 30 ans, et on va se réveiller avec ce sujet à ce moment-là, et on se rendra compte qu'on ne l'a pas pris en compte dans le cœur de notre existence, et ça serait dommage. Donc en fait, il faut qu'on aille creuser ce sujet, qu'on aille mieux comprendre pourquoi les pays du Nord et du Sud, par exemple, n'arrivent pas à bien s'entendre sur ce sujet, quelles sont les dissensions, quelles sont les réalités de terrain, et revenir avec un vrai bagage là-dessus. Et du coup, vous êtes parti de Paris à vélo direction l'Orient. Comment c'était au début? Comment vous êtes est-ce que vous êtes préparé d'abord un petit peu avant de partir? Alors la petite blague là-dessus, c'est qu'on avait dit à tout le monde qu'on allait se préparer. En quelque sorte, on l'a un petit peu fait, mais pas tout à fait. C'est que pour se tester, un an à peu près avant de partir faire notre voyage, vu que nous, on était des autostoppeurs au départ et très peu des cyclistes, enfin, ou des cyclistes urbains, bah, en fait, on s'est dit, est-ce qu'on en est vraiment capable? Le vélo nous semble intéressant comme mode de transport. Et donc, on s'est lancé dans une expédition. On est allé à Amsterdam et on est revenu à vélo avec des vélos achetés là-bas. Ce qu'on n'avait pas trop calculé, c'est que ça serait des vélos sans vitesse, à rétro-pédalage pour freiner. Enfin, moi, je me souviens que j'ai bien souffert de ce voyage, mon cousin aussi. Mais on s'était dit, on va faire les 500 km en 5 jours et on verra si on est capable de faire 100 km par jour. On a réussi, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses qu'il fallait qu'on améliore, ne serait-ce que bah voilà, avoir des vraies sacoches, avoir une tente qui soit pas une tente de seconde qui est une prise au vent, enfin plein de choses, mais en tout cas on a vu qu'on en était capable, et après on s'est préparé d'un point de vue finance, création d'un projet un petit peu plus pour avoir du sponsoring et tout. Et par contre, on a sur la partie vraiment physique du vélo, bon, on a un peu laissé de côté parce qu'on n'avait pas le temps, on terminait nos études, moi je me souviens d'une phase très très active de ma vie, enfin vraiment très intense. Et donc on n'a jamais eu le temps de vraiment se préparer. Nos vélos aussi ont été faits enfin, voilà, un peu en dernière minute. Donc on a eu les vélos peut-être 2 semaines avant, on n'avait plus du tout le temps de s'entraîner avant. Et donc on est parti de Paris, en plus après une nuit blanche parce qu'on avait fait la fête avec les copains. Dès qu'on n'a plus de maison en dehors de Paris, on s'est arrêté et puis genre juste on s'est reposé un peu, et puis après on a commencé à augmenter le rythme peu à peu pour atteindre les 100 km par jour qui était un peu notre objectif. On s'est mis dans le rythme. Et je me souviens aussi du départ, du souvenir un peu vertigineux de se dire on part vers l'est, 18 000 km devant nous. Enfin, c'est ce qu'on a prévu de faire. Et genre juste une grande page blanche ouverte. C'est de l'inconnu total. Enfin, genre, j'ai jamais fait une telle distance à vélo, donc c'est de l'inenvisageable encore. Puis en fait, ça se fait peu à peu, et voilà. Mais je me souviens de cette sensation étrange du départ, qui est aussi une belle sensation. Est-ce que justement en faisant 100 km par jour à vélo, on a le temps de quand même se poser, de faire des rencontres? Quel était l'équilibre que vous trouviez justement entre pédaler et vous poser et faire des rencontres? Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir été un peu vite sur ce voyage, hein, 100 km par jour, c'est beaucoup. Tous les deux, hein, on avait sensation qu'on allait un peu vite. En même temps, on est toujours, quand on part sur un voyage comme ça, tiraillé entre l'envie d'en voir beaucoup, de passer par plein de coins qu'on aimerait bien voir, et on se dit, bah en fait, c'est l'occasion, et donc allez, on rajoute ça un petit peu au trajet et on passe par là. Et en même temps, bah, la contrainte du temps, où nous, on avait un an, on a poussé à 1 an et 2 mois. En fait, après, il fallait que mon cousin reprenne des études. Donc, ce qui fait on allait vite. Après, j'ai eu quand même l'impression enfin, d'avoir largement le temps pour rencontrer les gens. Parce que déjà, dans les journées où on faisait du vélo, donc les journées où on faisait 100 km en moyenne, bah, en fait, ça fait 5 heures à peu près de vélo. Parfois plus, mais c'est un peu éparpillé dans la journée. Donc, il y a un peu de vélo le matin. Parfois, il y en a même qui en font beaucoup le matin. Mais après, derrière, bah, il y a le temps du midi, il y a de nouveau du vélo le soir. Et puis après, derrière, on s'arrête chez les gens. Donc, il y a plein de moments où, en fait, on est quand même en interaction avec les gens. On passe des moments, on s'arrête quelque part, on découvre un peu. La nuit chez l'habitant, c'est pareil, ça reste des moments assez géniaux qu'on a pu vivre. Et c'était 3 quarts des nuits où on était chez l'habitant, donc c'était quand même très très présent. La tente, on la sortait assez peu. Et ce qui fait que quand même, on a eu l'impression d'énormément profiter du voyage. Et même quand on est à vélo, on observe, on voit des choses. Parfois, on interagit quand même avec les gens qui se mettent à notre niveau et qui discutent un peu. Ou bah, il y a des gens qui nous arrêtaient pour boire le thé. Voilà, donc tout ça, ça existait. Et en plus, bah, il y avait les moments où on s'arrêtait. Et c'était à peu près
En moyenne, ça faisait un jour sur deux. Alors, quand on avançait vraiment, c'était 2 jours par semaine. Et puis il y a des moments où ça s'arrêtait vraiment longuement dans des villes ou dans des coins. Et en fait, là, quand on s'arrêtait, bah, on restait longtemps quelque part. Souvent, on créait un lien plus fort avec les gens qui nous logeaient à ce moment-là. Enfin voilà, et on allait aussi faire des interviews. On avait un peu d'administratif, parfois des visas et tout ça à faire, mais on allait découvrir la ville, on prenait vraiment le temps. Et là, c'était très chouette. Et les interviews, c'est pareil pour moi. En plus, c'est des moments un peu ouverts dans le temps. C'est comme si on étendait le temps à ces moments-là. Pour moi, c'est comme quand je suis en stop et que j'ai une discussion de folie avec quelqu'un. Une interview, pour moi, c'est pareil. C'est un moment, ça dure 1 heure peut-être, mais en fait, a tellement appris que ça vaudrait bien une journée, quoi. Et peut-être en plus le rythme du vélo, de se vider un peu la tête à vélo et tout, ça aide à les vivre peut-être d'autant plus. Donc parfois aussi on avait envie quand on s'arrêtait trop longtemps de repartir, quoi. C'était l'envie d'être de nouveau sur les vélos, ça donne une bonne condition physique. Ça, je sais pas, il y a un truc aussi quand tu es à l'aventure qui nous manquait quand on était trop longtemps en ville ou trop longtemps arrêté. Justement, tu parlais du fait d'avoir beaucoup dormi chez l'habitant. Comment ça se passait en général? Comment vous obteniez la confiance des locaux? Comment se faisait la relation entre vous? Alors il y avait 2 cas de figure, hein. Soit il y avait le cas de figure un peu pour les villes, où là on provoquait quand même cette rencontre d'une certaine manière. Ça veut dire qu'on utilisait des plateformes de rencontres entre voyageurs qui sont Couchsurfing ou Warm Shower pour le côté pour les cyclistes. Et via ces 2 moyens-là, bah voilà, on avait un profil, on envoyait des messages aux gens un petit peu plusieurs jours avant d'arriver dans une ville, on repérait un petit peu les gens avec qui on pouvait bien s'entendre et on envoyait des messages, on allait dans d'autres cybercafés pour voir quelles réponses on avait eues. Parfois c'était un peu le stress, mais ça fonctionnait assez bien. Et après il y avait le petit enjeu après d'arriver tout pile chez les gens. Ça moi j'adorais, je traçais le chemin depuis Google Maps jusqu'à sur ma carte. On n'avait pas de téléphone, pas de GPS. Donc, et voilà, et le but c'était d'arriver tout pile chez la personne, sachant que les rues sont pas forcément renseignées de la même manière dans les différents pays et tout. Mais après, donc on arrivait, et puis là, enfin, l'échange se faisait de manière très chouette. Il y a des couchsurfers ou des warm showers qui nous emmenaient découvrir des choses. Parfois, c'était les vecteurs d'interview. Enfin voilà, ils nous disaient, bah tenez, je connais telle personne, venez la rencontrer. Donc là, c'était des échanges très riches. En plus, ils parlaient souvent anglais, donc on pouvait vraiment échanger sur des choses assez profondes sur le fonctionnement de leur société, voilà, on discutait vraiment bien. Et il y avait l'autre type de rencontre, plus au hasard du chemin, et c'était quand même assez souvent. Ça, c'est en dehors des villes, parce que là, c'est plus facile quand même d'être accueilli. Enfin voilà, les villes partout dans le monde, en fait, créent un peu ce truc où c'est plus difficile d'aller à la rencontre ou de demander l'hospitalité. Et donc en dehors des villes, bah, c'était soit les gens qui nous disaient directement venez à la maison, genre il y en avait qui nous interpellaient en bord de chemin, parfois qui nous attendaient parce qu'ils nous avaient doublé en voiture et puis en rentrant chez eux, et donc ils nous attendaient au bord de la route pour nous dire venez à la maison. Ça typiquement en Iran, on a eu plusieurs fois le cas. Parfois aussi c'était ça c'était dans les pays où il faisait très froid, on allait toquer aux portes. Forcément les gens nous disaient ah mais ouais venez venez venez. Et qu'une personne qui a refusé, il y a un voisin qui est passé là, qui a entendu qu'il nous refusait et qui a dit bah non mais venez chez moi en fait, j'ai pas encore demandé à mes parents mais ça va le faire. Et donc beaucoup de cas comme ça. Et puis parfois on demandait aux gens aussi s'ils n'avaient pas un endroit pour poser la tente. On savait poser la question dans différentes langues et puis finalement de fil en aiguille on dormait chez eux. Puis dernier vecteur possible aussi si les conditions étaient vraiment mauvaises et qu'on savait que dormir à l'extérieur ça allait être compliqué, on se tournait soit vers les autorités, enfin vers les mairies parfois. En Amérique latine, on l'a fait quelques fois dans des petits villages, ou vers tout ce qui était lieux religieux, parce qu'on a dormi dans des mosquées, écoles coraniques, dans des églises catholiques, protestantes, trucs un peu sectes, on savait pas trop, ou temples bouddhistes, temples hindouistes aussi. Et ça, on savait qu'en général, on était bien accueillis et on tombait sur des gens assez bienveillants. Enfin, c'est une constante d'ailleurs, hein, quelle que soit la religion. Nous, on préférait être chez l'habitant parce que c'était encore plus ce qu'on recherchait. Mais les lieux religieux étaient aussi des bons lieux
d'échange, et puis souvent ça créait de l'échange avec les habitants, on s'est retrouvés dans des fêtes religieuses comme ça, enfin il y avait des trucs vraiment vraiment sympas avec cette ouverture qu'on avait pour les lieux religieux. Est-ce que vous avez remarqué justement des différences dans l'hospitalité qui vous était accordée en fonction des pays? Est-ce que l'hospitalité, elle était différente? Alors oui, clairement, il y avait une différence. Typiquement, dès la Turquie, dès qu'on est rentré dans les terres, déjà rien qu'en Turquie, entre la zone côtière, bord de la mer Noire, et dès qu'on rentre même de 30 kilomètres dans les terres en Anatolie, enfin dans le plateau anatolien, il y a une différence. Les gens sont beaucoup plus accueillants à l'intérieur des terres. C'est étonnant, mais c'est comme ça. Et en fait, dès qu'on arrivait dans l'intérieur des terres en Turquie, puis en Iran et en Asie centrale, là, l'accueil du voyageur est un élément fondamental, si je ne me trompe pas, culturel et religieux. Enfin voilà, on a trouvé des textes aussi qui d'ailleurs sont aussi dans la Bible, mais la Bible les interprète pas pareil. Mais voilà, de quelqu'un qui a accueilli des voyageurs, et en fait c'était des anges. Il s'est trouvé que c'était des anges. Et donc cette tradition qui est restée de l'accueil du voyageur, et puis reprononcée par différents grandes figures religieuses. Enfin, il y a ça, et puis de toute façon, il y a quelque chose qui est ancré très fortement. Qu'un voyageur, c'est une richesse, c'est quelqu'un qui peut, c'est un facteur d'échange, et donc un voyageur, on est fier de l'avoir chez soi et de l'accueillir très très bien. Donc ça, c'est une grosse claque, un énorme apprentissage, parce que on porte peu ça en Europe quand même, cette dimension-là, c'est beaucoup plus individualiste, c'est chez moi et c'est pas chez toi. Là, c'est plutôt c'est chez moi, donc en fait, c'est encore plus chez toi. Donc Moyen-Orient, très très grand accueil. Ensuite, en Inde, on a eu un petit peu moins c'était un petit peu moins fort. On a été accueillis chez les gens, mais tout simplement parce que parfois les lieux privés sont tellement petits. Et enfin voilà, et on est passé aussi dans des zones de grande pauvreté, ce qui fait qu'en fait les gens pouvaient difficilement accueillir chez eux. Ben, parfois on a dormi devant chez eux, mais ils nous avaient ramené tous les matelas et tout ce qu'il fallait pour qu'on dorme, mais on était sur le pas de la porte, et c'était le seul espace en fait qu'ils trouvaient. Mais c'était très chouette. Enfin, et puis en l'occurrence, il faisait pas froid en Inde. Et voilà, donc il y a eu ça en Asie du Sud-Est. Là, beaucoup moins chez l'habitant, beaucoup plus dans les temples bouddhistes, tout simplement pour une raison de rapport à l'intime qui existe là-bas, par exemple en Thaïlande, au Laos, au Cambodge et au Vietnam, où en fait, ouais, l'intérieur d'une maison, on n'y fait pas rentrer. Enfin, c'est l'impression que ça nous a donné, hein. J'ai pas une analyse trop forte dessus, mais voilà, c'est culturellement pas présent de faire rentrer quelqu'un à l'intérieur de sa maison. Donc, ce qui n'empêchait pas l'accueil extérieur, enfin toute la facilité qu'il y avait à interagir. Et par contre, en Amérique latine, là, c'était un peu reparti quand même. On a été accueillis chez les gens, pas tout le temps, ça dépendait pas mal des endroits. Dans les Andes, bah, les gens sont un peu plus rudes, mais une fois qu'on avait le bon lien, bah, là, ils nous accueillaient chez eux. Donc là, c'était plus variable. Forcément, on n'est pas retombé au même niveau que le Moyen-Orient, où là, c'était l'extrême de folie. Donc, grosse culture de accueil. Et par contre, en Europe, là, ça a été quand même moins le cas, même si on a eu des bonnes surprises aussi. Et peut-être qu'au tout début de notre voyage aussi, on osait moins aller chez l'habitant ou demander à l'habitant s'il avait un endroit où nous loger. En général, l'accueil était très bon, et je pense que le fait d'arriver à vélo aussi facilite. Enfin, c'est sûr qu'on irait dans certains pays, on serait en 4x4, de toute façon, on serait mal accueillis. Nous, on était à vélo, on arrivait fatigué, on était aussi ouvert à n'importe quelle condition. Enfin, je veux dire, certaines fois, on a dormi dans une étable sur un tas de paille et des tapis. Et en fait, nous, ça nous allait très bien. Donc, en fait, on n'était pas exigeants, on n'était pas les Occidentaux un peu qui imposent ou qui veulent le truc qu'ils attendent. Donc, en fait, déjà, ça donne beaucoup, beaucoup de latitude à ce qu'il se passe des choses assez incroyables, et que les gens puissent nous accueillir, quelles que soient les possibilités. C'est super intéressant de voir le rapport à la maison et à la propriété privée en fonction des cultures. Et je voulais te demander, est-ce qu'il y a eu des difficultés? J'imagine que oui, au cours du voyage. Et comment vous avez réussi à les surmonter? Ouais, il y a eu plusieurs types de difficultés. Il y a eu des difficultés parfois physiques ou liées au vélo. Et là, bah, parfois, on a eu
moi, j'ai eu un début de tendinite, par exemple, donc je savais comment traiter ça en buvant beaucoup d'eau. Mon cousin, lui, a eu une tendinite qui allait au bout de la tendinite. Donc là, on a fait une longue pause, par exemple. De temps en temps, on a eu des petits soucis de santé. Donc là, on s'arrêtait, on demandait un peu, mais on n'a rien eu j'ai l'impression, rien eu de trop grave. Il y a eu des soucis plus d'ordre de passage de frontières. Et là, en général, on était assez. Enfin, on se laissait pas démonter. Donc, en fait, quand on avait décidé de passer par quelque part et qu'on avait un souci de visa et tout ça, bah, on faisait tout notre possible pour l'avoir. Et finalement, il a fallu faire des allers-retours à certaines ambassades, certains consulats et tout ça, mais on a pu passer aux endroits qu'on avait envisagés. Par contre, après, il y a eu d'autres blocages de type, en fait, certaines routes qui étaient fermées à la période où on y allait, parce que c'était l'hiver et que c'était dans l'Himalaya, ou des visas que là, on pouvait vraiment pas obtenir. Là, en fait, on a dû renoncer et changer, aller chercher des alternatives qui soient le moins carbonées possible, et puis se rendre compte qu'en fait, ça passait pas du tout. Et donc, devoir prendre un avion, par exemple, au-dessus du Pakistan, un avion au-dessus de la Birmanie, donc on n'était pas content de ça, mais en fait, après avoir cherché toutes les options B, C, D, E, F, et de se rendre compte que voilà, il n'y a pas de bateau qui arrive en Inde, enfin des trucs où on ne pouvait pas se rendre compte avant d'avoir vraiment fouillé et d'avoir écumé tous les forums de voyageurs et tous les sites et d'avoir demandé aux autres voyageurs qu'on croisait. Et là, à un moment, on a dû un petit peu s'adapter aussi. Ça a été aussi un apprentissage, hein, parce qu'en tant qu'occidentaux, on a ce truc dans la tête un peu que la volonté peut tout et que oui, ça va le faire. Jusqu'à un certain point, peut-être. Enfin, elle peut aider à lever des situations, mais à un moment, on a pu se rendre compte qu'il y a des endroits où ça passait pas et ça passait pas en fait. Enfin, genre juste, et la saison était pas la bonne et voilà quoi. Il y a une route 6 mois dans l'année, la Karakorum Highway au Pakistan, elle est fermée. Si on n'arrive pas au bon moment, on n'y passe pas. C'est la réalité de la nature. Puis des difficultés après, d'ordre, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ouais, un vol d'affaires, par exemple, en Iran, et puis finalement, on a tout récupéré. Enfin voilà, maintenant, je sais absolument que c'était lié au régime iranien et qu'en fait, les voleurs étaient gardiens de la révolution et en fait, essayaient de nous coincer un petit peu. Donc, on a eu des choses comme ça et parfois des galères aussi où on savait pas où on allait dormir le soir jusqu'à tard et il faisait très froid et c'était compliqué et on pouvait pas dormir sous la tente. Mais en fait, à chaque fois, ça a été les plus belles anecdotes en fait sont souvent sur les moments compliqués. On maintient le cap et après on a un truc assez incroyable qui arrive où des gens nous aident, où on a un coup de main qui nous arrive d'on ne sait où et en fait on passe des moments incroyables dans ces temps de difficultés là quoi. Au-delà de la volonté d'éprouver le voyage à vélo et tout ce qu'il pouvait apporter, vous aviez quand même un but aussi dans ce voyage, c'était de réaliser un documentaire sur les engagements écologiques. Comment vous avez fait justement, comment vous procédiez pour faire différentes interviews? Alors ces interviews, c'était alors au départ, on n'était pas du tout, on n'avait pas cette dimension, réalisateur de documentaire. On savait pas du tout faire, donc on a appris sur le tas. J'ai encore souvenir d'interviews et des premières interviews. Il y en a une où on oublie d'allumer le micro. Il y en a une où c'est mal cadré. On laisse la personne partir beaucoup trop loin aussi dans ces trucs et on cadre mal l'interview, enfin le sujet de l'interview. Ou parfois c'était le cadrage de la caméra qui était mauvais. Et puis peu à peu, on a aussi appris à oser aller demander des interviews, à oser y aller et porter notre sujet. Et ce qui fait qu'au départ du voyage, on a très peu d'interviews. Et puis ça s'accélère. Et puis en Amérique latine, là, c'était parti. On était vraiment lancé. On a presque trop d'interviews. Ça se ressent dans le documentaire qui en est sorti après, mais en fait, c'était aussi notre démarche qui évoluait, nous-mêmes qui avions de plus en plus de questions à poser sur ce sujet, parce qu'on en découvrait plus, on se rendait compte qu'il y avait plein d'implications, plein de nouvelles choses à découvrir, et un nouveau monde aussi qui se construisait que jusque-là, on n'avait pas vu. Donc ça, on a vraiment appris au fur et à mesure, et notre démarche, et j'y suis toujours très attaché avec On the Green Road, c'était de pas trop savoir qui on allait interviewer et de laisser le hasard, les coïncidences, les synchronicités faire le boulot et pas être en contrôle.
Et ça, j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça fait derrière des documentaires authentiques. Et en fait, nous, il y a des liens comme ça qui se sont faits, il y a des sujets qui se sont imposés à nous qui étaient forts. Et en plus, il y avait une vraie cohérence, une vraie continuité avec ce qu'on pouvait apprendre. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour nous, de laisser un peu faire et de voir ce que ça allait donner et de se dire, ah bah en fait, c'est d'autant plus authentique et c'est d'autant plus notre parcours et ça nous apprend vraiment des trucs pour nous parce qu'on a laissé, on a laissé aller le sujet, on s'est laissé porter par notre curiosité. Et après, donc, ce qui fait que bah, c'était des interviews avec des gens qui nous logeaient ou qu'on rencontrait et qui nous disaient ah bah tiens, je connais telle personne. Et nous, on se posait la question, tiens, est-ce que la personne a quelque chose de vraiment concret à nous montrer? Est-ce qu'elle est vraiment engagée sur les sujets écologiques ou est-ce que c'est finalement un peu en dehors? Et puis, est-ce que c'est relatif aux sujets importants du pays? Enfin voilà, est-ce qu'on va pas parler je sais pas, au Pérou d'un sujet en fait bah, là on a une personne qui le porte, mais en fait sinon tout le monde s'en fiche. Donc on essayait d'avoir une compréhension du pays. Est-ce que la pratique du vélo, le fait de rester longtemps dans le pays, de le traverser longuement, ça nous aidait beaucoup. Et donc là, on faisait nos choix. Et donc après, bah voilà, on a fait le documentaire avec base de ces interviews, en les recoupant, en choisissant, en enlevant aussi, que certaines fois plusieurs personnes disaient des choses très similaires, donc on gardait la plus riche, enfin celle qui nous touchait le plus en tout cas. Et voilà, mais on a essayé par contre de rester fidèle à ce que les gens nous disaient tout le long. Et il y a un fil qui se dessine dans le documentaire d'ailleurs qui est assez drôle, c'est que on est parti indirectement sur la question de la restauration, enfin de la déforestation et de la restauration d'écosystèmes, aussi en lien avec l'agriculture. Enfin, la question de l'arbre a été assez centrale et en fait, mon cousin avec qui j'ai voyagé finalement a découvert que c'est ce qu'il voulait faire pour la suite, être dans la restauration d'écosystèmes. Donc ça a été, enfin voilà, là on est dans du voyage aussi initiatique et le film finalement raconte ça alors qu'au moment où on a fini le film, il n'en était pas encore à là de sa réflexion, enfin c'était pas encore conscientisé. Est-ce que tu peux justement me parler de une ou deux rencontres marquantes que tu as faites? Je dirais quand même Pakou Mimpen, un paysan en Asie du Sud-Est qui travaillait, enfin donc travaillait sa terre en lien avec, enfin il vendait aussi ses produits à une coopérative qui vend du riz aussi plus largement en commerce équitable et en bio. Et c'est quelqu'un qui m'a marqué parce qu'il avait le sourire tout le temps. Il parlait un petit peu en se marrant, en s'amusant. Et il avait une histoire de vie assez folle. Voilà, lui, il avait arrêté de cultiver avec des produits chimiques parce que finalement, il s'était rendu compte que ses parents étaient tombés malades à cause de ça et que finalement, il voulait pas continuer là-dessus. Donc, il a essayé autre chose. Au début, il nous disait que tout le monde le prenait pour un fou. Et puis, peu à peu, maintenant, ça y est, il faisait tache d'huile parce qu'il avait maintenu son cap. Et maintenant, on l'appelait professeur. Et il était incroyable et vraiment il nous montrait les trucs qui poussaient à droite, à gauche. Il avait une patate de fou. Il pratiquait aussi l'agroforesterie, mais en fait naturellement. Il gardait des arbres au milieu de ses parcelles. Et vraiment une énergie folle et surtout le fait de me rendre compte à ce moment-là que véritablement un paysan qui travaillait comme ça finalement était pas, pas du tout plus pauvre, était justement enfin s'en sortait mieux économiquement, était plus épanoui qu'un paysan qui avait suivi le modèle productiviste et finalement qui avait des intrants à payer, qui vendait ses trucs à prix bas et qui se retrouvait tout le temps étranglé. Et lui, il avait une vraie fierté en plus de ce qu'il faisait. Il en parlait avec les tripes, avec le cœur. Et ouais, quelqu'un de très très marquant de ce point de vue-là. Puis voilà, il y a eu d'autres paysans et paysannes en Amérique latine aussi. Je sais pas, je pense à une dame qui travaillait autour des paysans sans terre et qui défendait de pas accepter les cultures modifiées ou les cultures transgéniques. Elle disait, moi, je veux pas que mes paysans, et donc elle-même était paysanne, hein, mais il y avait vraiment un truc un peu charnel, acceptent ces cultures cadeaux en fait qu'on leur offre. Et puis en fait, derrière, c'est un piège en fait, parce que derrière, ils sont obligés d'acheter année après année. Donc pareil, des voix très très fortes dans les Andes, de femmes et d'hommes qui portaient une autre vision de l'agriculture et qui étaient dans une lutte
solide, quoi. C'était pas juste une lutte contre, comme ça, on se bat. Il portait, enfin, c'était une lutte, mais en même temps, il portait vraiment un autre modèle de société. C'était assez fort. Mais j'en ai des dizaines de personnes quand tu m'as posé la question. J'avais plusieurs visages en tête, j'ai dû en sélectionner juste deux. Merci beaucoup pour ce témoignage sur ces rencontres marquantes. Donc là, en l'occurrence, tu évoquais le fait que tu as pas mal exploré le sujet agricole. Justement, en voyageant en vélo, c'était aussi l'occasion de voir dans les paysages comment ça pouvait se faire. Est-ce que vous avez exploré aussi d'autres sujets dans le cadre du documentaire? Ouais, c'est vrai que les portraits là étaient plus sur ce sujet, mais c'est vrai qu'on a aussi exploré la question des déchets, du fait que voilà, on est passé par des pays où on voit très fortement la pollution, les déchets, parce qu'en fait il n'y a pas de système de traitement. Et nous, ça nous a posé aussi la question de à quel point ces pays-là émettent des déchets, par exemple en Inde, et à quel point finalement ils en émettent nettement moins qu'un Français moyen. C'est juste qu'il n'y a pas les infrastructures pour retraiter. Mais nous aussi, en fait, c'est la partie qu'on voit pas, qu'on se cache un peu. Voilà, on a des fuites dans nos infrastructures, on a quand même tout un tas de déchets qui s'en vont, et en plus, on exporte un modèle du tout plastique qui se répand comme une traînée de poudre dans le monde. Nous, on a pu voir en Inde que c'était encore en train de se répandre, que c'était en train d'augmenter et les ravages que ça faisait. Et donc là, ça nous a permis de vraiment remettre en question ce modèle du tout plastique, de l'emballage, du suremballage. Donc des témoignages très très intéressants là-dessus. Il y a eu ce sujet, il y a eu la question de la déforestation et de la restauration d'écosystèmes qui peut être liée à l'agriculture, mais pas que. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte dedans. Les questions d'eau aussi, d'irrigation, mais aussi d'eau par rapport au Mékong et à des barrages sur le Mékong qui sont prévus, qui sont en train d'avancer, qui vont faire perdre à des millions et des millions de personnes à la fois leurs revenus liés à la pêche et aussi un écosystème favorable pour gagner de l'électricité. Mais voilà, le bénéfice gain-perte nous semblait totalement démentiel en plus. Enfin, on était sur un projet vraiment idiot, mais qui pourtant avance parce qu'il y a des financements mondiaux et compagnie. On a rencontré vraiment des gens qui militaient contre ça et qui essayaient de maintenir une culture autour du Mékong qui étaient des gens incroyables. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme sujet? On a aussi évoqué les marchés, comment fonctionner autrement. Ouais, un petit peu évoqué aussi les constructions en terre, les façons de construire autrement, qui est un sujet, moi, qui va m'intéresser pour l'avenir. Et aussi un peu en marge, on a eu des questions autour du traitement animal aussi, qu'on n'a pas eu le temps de vraiment creuser, mais on a eu plusieurs occurrences là-dessus. Et par rapport au système économique plus large et par rapport à la spiritualité aussi, quels apports des différentes religions ou des différentes plus spiritualité animiste pouvaient avoir, quel rapport elle pouvait avoir sur l'écologie, voir à quel point elle pouvait vraiment déplacer des montagnes là-dessus. Mais c'est pareil, c'est des sujets que je continue à creuser. Voilà, et puis, ouais, j'oublie un sujet de fond, mais qui est dans tout le documentaire aussi, c'est ce rapport nord-sud et ces inégalités. Ces inégalités très présentes, mais qu'on retrouve dès qu'on voyage et qu'on a un visa, nous, en tant qu'occidental, et que des Indiens nous racontent ce que c'est de venir voyager en France et les difficultés qu'il y a, que nous, on n'a pas du tout. Mais en fait, qui se retrouvent dans les questions climatiques, dans les questions environnementales, où en fait, nous, on subit pas forcément les dégâts d'actions qu'on a, mais en fait, on a d'autres pays qui, directement ou indirectement, les subissent. Et nous, ça, c'est un des gros sujets. Moi, je suis sensible aux questions d'inégalité, de démocratie aussi, de respect de la parole des peuples. Et ça, c'était sous-jacent dans tout le documentaire, dans la réflexion. Donc au final, ce voyage vous a permis vraiment de vous sensibiliser sur tous ces sujets écologiques et aussi par la suite de sensibiliser justement le grand public grâce au documentaire. Avant d'aborder un peu ce sujet, je voulais revenir avec toi sur, tu parlais du fait que c'était un chemin initiatique. Quels ont été finalement les grands apprentissages de ce voyage? Ouais, gros chemin initiatique. Les apprentissages, je dirais déjà, ça m'a permis de sortir d'un rapport. Je suis ingénieur de formation, et donc un peu un rapport technologique aux questions environnementales. C'est-à-dire qu'avant de partir, j'avais quand même
l'idée qu'il y avait des solutions techniques aux questions écologiques et qu'en fait, par de la technique, par une amélioration de pas mal de systèmes existants, on pouvait solutionner le truc. En fait, non, le problème est beaucoup plus profond, donc ça m'a ouvert peu à peu à ça. Mais en fait, il faut un chemin initiatique pour ça, parce qu'en fait, ça bouleverse tellement les visions des choses qu'on peut avoir jusque-là, d'un modèle économique qui serait bien, du progrès par exemple. Et ben ça les remet forcément en question. Pour pouvoir faire le deuil des chemins auxquels on a cru, il faut aussi pouvoir voir d'autres chemins possibles et les expérimenter un peu. Et ça se fait progressivement de se déconstruire finalement certaines croyances qu'on a eues. Donc il y a eu ce sujet-là, très clairement aussi cette approche un peu de la performance même à vélo. Au début, on avait envie de réaliser un peu un exploit quand même. C'était présent dans nos têtes et puis finalement, on s'est rendu compte que il y a certaines choses où c'était pas possible, où au bout de 10 000 km, on a dû renoncer aussi à tout faire à vélo, à la fois parce qu'on allait devoir prendre l'avion à un moment, mais aussi parce que il faisait moins 15 degrés et qu'il y a des gens qui nous ont embarqués dans leur véhicule et qui nous ont dit allez monter parce que là de toute façon vous passerez pas, c'est trop enneigé. Il y avait un espèce de truc de on va y arriver un peu au forceps qu'on a peu à peu abaissé, mais peut-être parce qu'on avait réussi à faire notre propre exploit et que ça nous mettait plus en confiance avec nous-mêmes. Mais voilà, on était plus à l'aise après avec tout ça, on cherchait même à vélo, on était plus à essayer de faire gaffe aussi quand même à s'économiser. Enfin, donc on a appris des choses finalement qui servent en fait dans la vie plus généralement. Voilà, donc initiatique sur ce point de vue-là, sur aussi l'ouverture à l'autre, l'interculturalité, où pareil, on a cheminé, je dirais aussi là-dessus. Bah, par exemple, quand tu passes en Inde, c'est difficile après de revoir le monde pareil, parce qu'en fait, c'est tellement un pays qui choque et qui tout est très différent, mais il y a un rapport au monde, un rapport à tout qui est vraiment, vraiment presque diamétralement opposé à notre rapport occidental. Dans tous les cas, ça fait bouger parce qu'on se rend compte qu'il y a totalement autre chose qui existe et qu'en fait, c'est donc possible de fonctionner dans une société totalement différente qu'on a presque du mal à comprendre, qui peut sembler être un énorme chaos mais qui fonctionne. Et je trouve que ça ouvre à ça aussi. Et puis finalement, bah voilà, ça m'a permis de lâcher un peu l'imaginaire de oui, je vais être ingénieur et ça sera ça mon chemin et de faire peut-être plus un choix de parcours et de me dire en fait, là, je sens profondément qu'il faut que je continue à avancer sur mon documentaire, que j'avance sur les questions écologiques et que je sensibilise dessus. Ça, c'est juste et j'y vais. Mais je sens que on continue, que c'est la bonne direction et l'ancrage, il est dans ce voyage et il est tellement profond que ça fait 10 ans que je suis dessus et que ça tient et quelles que soient les difficultés en face, en fait, ça c'est plus fort. Enfin, c'est le socle. Justement, au retour du voyage, tu te lances dans le montage du documentaire, dans cette post-production, tout ce processus-là. Au final, ça te prend quasiment 2 ans, il me semble, donc quand même un long processus. Et par la suite, vous le projetez plus de 500 fois un peu partout en France, mais aussi en Corse, en Italie, et vous revenez même en Amérique latine pour le projeter auprès des personnes que vous avez interviewées. Comment s'est passée cette phase de diffusion? Comment le film a été reçu et est-ce que tu as pu percevoir certains impacts que pouvait avoir le documentaire sur le public? Alors oui, tu as raison de préciser, ça a été un long travail d'arriver au bout du documentaire, mais déjà sur ce chemin-là, j'avais commencé à construire des conférences qui m'ont aussi permis d'affiner le propos. Donc ça m'a servi à construire le documentaire et donc je commençais à voir déjà un peu comment le public recevait l'expérience qu'on avait eue, sur quelles choses il fallait que j'appuie un peu plus parce que c'était pas forcément compris, ou quels éléments aussi du voyage enfin,
était pas forcément à trop expliciter ou peut-être à rassembler dans une seule et même histoire, parce qu'il y a toute la fabrique du récit. L'idée, c'est pas de, de transformer vraiment ce qui s'est passé ou de mentir dessus, mais c'est juste de faire que ce soit compréhensible, que pour les gens, il y ait une suite logique, et donc bah voilà, le raconter aussi d'une certaine façon. Donc il y a eu ce travail, il y a eu des expos photos, et ensuite il y a eu le documentaire, ce long, long travail pour faire ça, parce que moi je pensais pas un jour devenir réalisateur de documentaire en fait. C'est drôle, mais quand on est ingénieur, on se dit, je suis scientifique, mais alors là, tout le côté réaliser un documentaire, genre, non, et puis je regarde pas 200 000 documentaires, j'ai pas une énorme culture documentaire, et en même temps, il y a que moi qui pouvais le faire là dans le contexte, avec mon cousin qui aidait en tant que producteur, et moi j'étais plus réalisateur. Donc voilà, ça a été tout ce travail déjà qui a été long et confrontant, je dirais. Et ensuite, ouais, ça par contre, la partie le diffuser, c'est la partie, pour moi, ça a été un énorme plaisir parce que c'était à la rencontre du public et sentir un impact. Donc il y a eu des salles avec 500 personnes, comme parfois 5 personnes, parce qu'on allait dans un petit endroit et qu'on avait choisi aussi de, je sais pas, de faire quelque chose dans un centre avec des jeunes et que donc bah, de toute façon il y avait 5 jeunes qui vivaient sur place, 5 jeunes en difficulté. Donc je variais beaucoup de publics, des publics sensibles à ça, des publics plus qui allaient plus sur les dimensions spirituelles de temps en temps, d'autres qui étaient plus sur le côté sportif du vélo. Donc je leur apprenais aussi l'apprentissage de sobriété aussi d'un voyage pareil. Et parfois des publics bah, plus sur les sujets écologiques. Moi, j'ai beaucoup aimé tous ces échanges. Il y a eu beaucoup ce retour que le film était positif, donnait de l'espoir, parce qu'il y a beaucoup de témoignages dedans de personnes qui pourtant sont impactées fortement par les dérèglements du climat ou les pollutions, mais qui sont dans une dynamique de on avance et qui transmettent quelque chose de positif. Donc ça, les gens sont sortis avec ce côté-là, le côté le film n'est pas moralisateur et ça fait du bien. Donc moi, ça, c'était le but. Et en même temps, bah, le film relie aussi beaucoup de sujets écologiques et les met un peu en cohérence autour d'une histoire de voyage. Donc il y a eu pas mal de réactions. J'en ai eu quelques-unes de négatives de temps en temps. Personnes qui me disaient ouais, bah moi, je suis agriculteur, machin, ça, je suis pas d'accord avec ce que vous dites là et tout ça. Ou certains vraiment de temps en temps, où le dérèglement climatique, pour eux, ça se sentait que ça existait pas. En fait, le but pour moi, c'était d'aller voir ces publics. Parce que c'était eux sur lesquels je pouvais aussi avoir un impact, parce que j'ai dans mon entourage des gens aussi qui pensent ça, donc je sais aussi peut-être quoi répliquer, et le film se voulait pouvoir aller aussi chercher ces personnes-là. Et donc on avait des gens auxquels je pouvais répondre, bah ok, peut-être tu crois pas au dérèglement climatique, que c'est d'origine humaine et tout ça, pourquoi pas, mais alors sur la question de la déforestation, sur la question des déchets, sur l'eau, là, on est d'accord, c'est l'impact de l'humain. Et ça fait n'importe quoi. Donc en fait, il faut qu'on se mette en action, en fait. Enfin, en fait, on est d'accord. Il faut quand même qu'on change notre mode de fonctionnement en société parce qu'il n'est pas viable. Et peut-être dernier élément sur ta question, c'est les enfants, les jeunes. Et ça, j'ai adoré projeter le film dans des collèges, parfois dans des zones d'éducation prioritaire ou dans différents endroits. Et à la fois cette ouverture où les enfants se disaient, en fait, je peux voyager, je peux sortir du rêve de il faut que je gagne de l'argent pour devenir assez riche pour pouvoir voyager, parce que c'est assez présent ce côté-là. Et en fait, qu'ils se disent, waouh, ils ont voyagé à vélo, genre juste, c'est possible, et en fait, ça leur ouvre un possible et du rêve aussi, que peut-être ils ne se sont jamais ouverts jusque-là. Et je sentais les yeux brillants des gamins, même les questions qu'ils posaient, qui étaient vraiment très orientées vers ouais, c'est incroyable, et moi, comment je peux le faire? Et ça, moi, j'ai adoré. Et rien que là-dessus, déjà, je sais que j'ai planté des graines de ouf dans pas mal de têtes. Donc, ça me fait très, très plaisir. Puis sur les questions environnementales, c'est aussi les ouvrir à ça, faire qu'ils se rendent compte de ces sujets. Donc, moi, je trouve ça incroyable, le pouvoir d'un documentaire sur les gens qui le regardent. C'est pas juste le documentaire qui fait un déclic, tout ça. Il fait partie d'une série de petites graines qui participent au déclic des gens. Enfin, d'ailleurs, j'en ai qui sont venus me voir, qui ont vu le documentaire et ça les a beaucoup marqués. Et derrière, ça a participé, à sa petite échelle, à leur parcours de transition
Et moi, je trouve ça génial qu'une expérience perso ait cette portée plus universelle. J'imagine que ça a suscité plein d'envies de justement partir voyager autrement chez les personnes qui pouvaient se retrouver dans le public. Et justement, en parallèle de cette phase de diffusion, il y a des personnes qui t'ont contacté pour te demander des conseils sur comment je peux faire un voyage à vélo, comment je peux faire un documentaire alors que je suis pas réalisateur de base, j'ai pas fait des études de cinéma. Et tu as commencé justement à accompagner un certain nombre de projets qui voulaient se lancer. Et c'est là que On the Green Road est passé de film et de voyage engagé à aventure associative. Donc tu as pu développer cette association. Est-ce que tu peux nous parler justement de l'avènement et puis du développement de cette association? Comment ça s'est fait depuis le début de cet accompagnement-là de d'autres projets? Ouais, ça a été une évolution assez naturelle que j'avais pas anticipée avant et en même temps qui allait dans la droite ligne de ce que faisait l'association. C'est que à un moment, on s'est aussi posé la question de comment avoir plus d'impact. Et en fait, soit pour avoir plus d'impact, on repart faire un documentaire, un autre documentaire, et voilà, et on fait un peu ça pour soi-même, en fait. Enfin, il y a toute une dimension d'ego et que je trouve pas très collective non plus, parce que après, c'est un peu la guerre de celui qui sera le plus grand réalisateur de documentaires. Ou sinon, il y a l'idée de faire quelque chose de plus collectif, et moi, c'est ce que j'avais aussi appris par exemple des communautés en Amérique latine, et de se dire, en fait, on est à plusieurs et on s'entraide, et on a beaucoup plus d'impact comme ça. Et donc sur ces réflexions sont venus d'autres voyageurs qui demandaient des conseils. Naturellement, on a commencé à les aider, à se dire, en fait, il y a peut-être une formation déjà audiovisuelle de terrain à monter. Donc moi, je me souviens encore de la toute première qui a eu lieu, enfin qui n'était pas vraiment une formation, mais c'était des conseils. J'ai ressorti la caméra, je montrais un peu mes techniques apprises sur le terrain. Et donc, ça a été une session avec deux, trois groupes de personnes comme ça qui avaient des projets de voyage et qui voulaient juste un petit peu apprendre. Puis peu à peu, ça s'est formalisé sur une formation à la journée. Et puis, on a eu d'autres formateurs et formatrices qui avaient des expériences et qui ont commencé à former au montage, plus tard à l'écriture documentaire, au podcast, à la photo. Et sûrement demain d'autres sujets aussi de formation. Et donc c'est là qu'on a commencé à accompagner, à former, à accompagner aussi les projets, à les conseiller, à se dire en fait il faut avoir du temps et des personnes pour écouter leurs projets, pour voir si ça rentre bien dans le cadre de ce qu'on veut accompagner. On veut bien mettre notre énergie dans des projets qui se questionnent sur des sujets sociétaux, environnementaux, qui sont à bas carbone, même s'ils sont pas parfaits dessus, même si ils peuvent prendre l'avion, mais voilà, ils prennent leur temps dans le voyage. Et voilà, des projets qu'ils veulent ensuite partager. Et donc c'est là que c'est vraiment monté ce pôle d'accompagnement et l'idée de faire émerger des films derrière. Et aujourd'hui, ce pôle accompagnement s'est transformé en une école du voyage engagé. Donc ça va plus loin encore avec des cours un peu théoriques sur comment je peux, par exemple, arriver avec sans cette posture de colon qui est un peu involontaire. Comment est-ce que comment je vais à la rencontre avec les gens, comment je structure mon projet, quels autres types de modes de transport je peux envisager, comment favoriser la rencontre. Voilà, beaucoup de questions sur lesquelles on fait intervenir des voyageurs ou voyageuses qui ont déjà eu des expériences, donc des explorateurs ou exploratrices comme on les appelle. Donc voilà un peu comment s'est structurée l'association là-dessus, mais ça a été en plusieurs années. Ça a été peu à peu, qu'on restait toujours dans une sorte de triptyque auquel on essaie de rester fidèle, d'être au croisement entre la création de médias par des citoyens, ce que nous au départ on a fait, et puis finalement on accompagne d'autres citoyens, du voyage engagé, bas carbone et authentique à la rencontre, et puis la troisième dimension, une sensibilisation aux questions environnementales et puis une ouverture à la transition écologique et solidaire. Du coup, si moi, par exemple, j'ai envie de partir voyager autrement et je me dis que j'ai envie de participer à l'école du voyage engagé, par exemple, quels sont un peu les critères qui définissent le voyage engagé pour On the Green Road? Qu'est-ce que c'est qu'un voyage engagé finalement? Je te répondrai hop hop hop. C'est une blague, je vais l'expliquer. Parce qu'on a une charte HOPE, l'espoir en anglais,
qu'on fait signer à nos explorateurs et exploratrices qui parlent de la donc H pour honnêteté. Donc honnêteté par rapport aux gens qu'on rencontre, mais aussi raconter honnêtement ce qu'on a vécu. Enfin voilà, avoir vraiment une posture d'être authentique. Le O pour ouverture d'esprit, mais ouverture à l'autre, ouverture aux autres cultures, mais aussi ouverture à ce qu'un voyage ne se passe pas comme on l'a prévu, et donc ouverture à l'inconnu, qui est vraiment une dimension importante pour nous. On n'accompagne pas des voyages tout préparés, on vient pas aider les personnes à tout bien préparer, et tiens, je te donne tous les contacts des étapes que tu vas avoir. Non, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt, bah, vas-y, laisse grand ouvert, tu peux avoir quelques jalons, quelques personnes où ça c'est déjà prévu, mais surtout n'en prévois pas trop parce que sinon c'est plus un voyage, c'est du taf, enfin, un voyage, si on veut qu'il soit transformateur et qu'il soit profond, bah, en fait, il faut se laisser un peu porter, il faut ouvrir la boîte de Pandore et puis voir ce qui va se passer. L'EP pour le partage, après, cette dimension, les projets qui viennent vers nous, ils ont cette intention de partager sous forme de blogs, de podcasts, de documentaires, de web-séries, d'expos photos ou de livres. Enfin voilà, il y a pas mal de formats possibles et encore, on ne les a pas tous explorés. Donc ça se partage et on n'est pas en mode si tu viens vers nous, il faudra absolument contractuellement que tu partages. Il est possible de ne pas arriver au bout du projet. En tout cas, on les aidera jusqu'au bout pour qu'ils puissent aller jusqu'au partage, parce qu'en plus, on pense que c'est quelque chose qui fait vachement de bien à une personne. Une fois qu'on a vécu quelque chose de fort, qui nous a remué, qui a vraiment fait changer un peu en profondeur le centre de gravité d'une personne, et ben après, le partage permet de poser qui on est maintenant et comment on a évolué et de commencer un peu le lendemain du voyage, la personne qu'on sera après, qui souvent est peut-être notre personnalité plus profonde et tout ça. Et finalement, le E, l'éco-responsabilité, ça c'est le côté vraiment, je souhaite voyager à bas carbone en faisant attention à la biodiversité, à la diversité culturelle aussi, si on veut, à toute cette diversité, au vivant finalement. Et donc pendant mon voyage, ça sera un point d'attention. Et donc bah, je suis OK pour qu'on rediscute de mon voyage pour le rendre le plus respectueux du vivant, le moins carboné et trouver des bonnes solutions pour bien réfléchir à ça. Et peut-être faire figurer cette réflexion dans le documentaire de quelque sorte qu'il soit, qui sortira après. Donc ça, c'est un peu les points avec lesquels on avance avec nos explorateurs et aussi, bah, s'ils ont aussi cette vision du collectif, cette idée que bah, je suis accompagné aujourd'hui, demain c'est peut-être moi qui accompagnerai d'autres et qui donnerai des coups de main. Et je suis dans cette logique. Bah là c'est bon, on accompagne et on a plaisir et on a des super relations après avec nos explorateurs, exploratrices qu'on diffuse à nos festivals, qu'on met en avant, qu'on essaie d'accompagner tout au long de leur processus. Et au début, je parlais de voyage à impact positif. C'est aussi une expression, une dénomination que vous avez pour parler de voyage autrement. Quelle est la différence pour toi entre voyage engagé et voyage à impact positif? Est-ce qu'il y en a une? C'est une vraie question. J'en vois quand même une, mais même si le terme voyage engagé, il est bien, mais il y a un truc où ça peut être parfois mal compris parce qu'il y a d'autres voyages engagés. L'humanitaire, ça veut être un voyage aussi engagé. Et c'est juste pas du tout, nous, le type de voyage engagé, en tout cas, qu'on accompagne. Et il peut y avoir des très bonnes façons de faire de l'humanitaire, comme il peut y en avoir qui sont terribles, semi-colonnes. Mais en tout cas, le terme voyage engagé, pour nous, dans notre façon de voir, en tout cas, il recouvre vraiment ces voyages qui ont la volonté de creuser un sujet pendant le voyage, d'être assez raccord aussi avec ce sujet dans la façon de faire le voyage, et ensuite de partager leur voyage, donc d'aller jusqu'au bout de ce cycle. Alors que le voyage à impact positif, donc c'est un terme qu'on a créé pour un petit peu en pied de nez à ce qui est VIP dans notre société. Donc VIP, d'habitude, quelqu'un de VIP, il a plutôt la grosse bagnole, les diams, c'est tout le truc un peu bling bling.
ou en tout cas il se sent, enfin il a le besoin d'être au-dessus des autres. Et le voyage VIP, c'est plutôt celui proposé par Emirates dans leurs gros avions avec le jacuzzi. Nous, le VIP tel qu'on l'a défini, c'est plus une réflexion plus générale qui s'offre à tout voyageur, qu'il ait envie de partager ou pas. C'est plus une approche générale sur le voyage. Et donc, on propose aux gens, via une carte du voyage à impact positif, de rentrer dans cette dynamique de réflexion de ah tiens, en fait, je veux voyager loin. Bah, peut-être qu'il faut que je prenne le temps, parce qu'un voyage lointain, ça a un impact carbone fort, probablement. Alors, soit ça a un impact carbone faible si je prends un moyen de transport qui est lent et qui est bas carbone, genre le voilier, le vélo. Donc, c'est de toute façon un voyage long. Et soit, sinon, je prends l'avion pour aller à l'autre bout du monde, mais alors, je vais avoir un impact très important d'un point de vue carbone. Et ben, faut qu'en contrepartie, ce voyage, il soit initiatique pour moi. Il faut que ce soit un voyage vraiment important, un voyage où j'apprenne, parce que je pars pas à l'autre bout du monde dans une autre culture juste pour rester moi-même et genre juste faire du tourisme plat, quoi. Enfin, genre à la surface. Donc, il faut vraiment que je découvre et donc je reste longtemps sur place et c'est un voyage long de ce point de vue-là. Et là, bah, peut-être que j'ai eu un impact carbone, mais sûrement je reviendrai d'y se transformer et ça sera un bon équilibre au minimum. Voilà, donc voyage lointain qui devient un voyage long et rare, pas tous les ans, trouver une temporalité. Et on pousse chacun à essayer de se trouver sa temporalité, à évoluer là-dessus. Et par contre, si j'ai juste une envie d'une escapade, genre juste j'ai besoin d'avoir un peu d'air, bah, je vais pas prendre un vol pour 10 jours pour la Tanzanie ou je vais pas prendre un vol pour mon week-end à Budapest juste pour me détendre un peu, voir des potes. Et bah non, en fait, si j'ai peu de temps devant moi, bah pourquoi j'irais perdre mon temps dans l'avion en fait? Enfin, autant aller passer ce temps-là à aller découvrir autour de soi, dans sa ville, dans sa région, dans son pays, voire dans les pays limitrophes en Europe, accessibles en train par exemple. Bah voilà, pourquoi j'irais pas me vivre une aventure et me dépayser sans aller à l'autre bout du monde? Et pour ça, on propose tout un tas de moyens de transport qui sont possibles pour qui peut sortir du classique. Bon, ça peut être le train de nuit aussi, mais aussi ça peut être le stop, aller tendre le pouce et s'essayer à ce moyen de transport, moi que j'affectionne beaucoup. Ça peut être essayer de partir en vélo, faire une combinaison train-vélo, le kayak. Enfin, il y a vraiment pas mal de modes de transport, la marche aussi, qui permettent en fait de sortir de son quotidien, parfois de faire des rencontres, parfois juste de se retrouver un peu seul parce que c'est ce dont on a besoin et en fait de gagner ce dépaysement sans se faire vendre une offre d'avion super bien marketé mais en fait qui reflète pas la réalité. On vous dit bah tiens ça va être les cocotiers et la plage de sable blanc à l'autre bout du monde sans vous dire qu'en fait il y aura tout le stress de l'aéroport, que vous allez vous retrouver en plus je sais pas dans un hôtel où finalement en termes de valeur ça va être un peu limite avec des gens qui travaillent, qui sont des locaux sous-payés. Enfin, tout ce truc où on va revenir du voyage, en fait, avec une frustration plus grande. Et en plus, l'impression d'avoir couru partout, d'avoir pas rencontré les gens. Donc, en fait, c'est du faux rêve, quoi. On préfère le vrai VIP, le voyageur à impact positif, au VIP survendu et en fait, qui est de la poudre de perlimpinpin. Tu as mis en avant justement différentes façons de voyager autrement, notamment bas carbone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, quand on pose la question du voyage, on pense aussi beaucoup aux dérives que pose notamment le tourisme, qui est le mode de voyage dominant. Donc à la fois sur l'ensemble du vivant, les territoires qui sont exploités, l'impact carbone, notamment par exemple de l'avion dont on parlait. Et si on pousse un peu la réflexion plus loin et qu'on pense justement tout cet impact du tourisme, je vais poser une question un peu provoque, mais est-ce que on peut encore vraiment se permettre aujourd'hui de voyager? Est-ce que c'est pas un caprice finalement? Je vais te répondre, ça me fait penser à Capriccioso, mais en fait, c'est sur un exemple italien, bah, justement, j'ai eu l'occasion, en allant diffuser le documentaire On the Green Road, d'aller faire des tournées, donc comme tu l'évoquais tout à l'heure, en Corse, en Italie et en Amérique latine, pour diffuser ce film, et puis au passage, aller rencontrer des nouvelles personnes et faire des nouvelles interviews. Donc ça, c'est Voix de traverse, la web série.
avec des portraits. Il y en a un d'eux qui parle très très bien de ce sujet, qui se passe à Florence, et puis avec quelques exemples aussi venant de Venise. Et en fait, Florence est une ville touchée de plein fouet par le surtourisme, vraiment où il y a vraiment trop de gens qui viennent et la ville se vitrifie littéralement à cause de ça en fait. Ça veut dire que c'est quand même une ville avec une université, enfin, qui est une ville qui a toujours été très riche niveau culturel. Et elle l'est encore, mais les universités ont de moins en moins de place et les universitaires ont de moins en moins de place parce qu'aujourd'hui, tout est tellement beau et tout est refait pour le tourisme et les tarifs augmentent, les étudiants peuvent plus loger en ville, les snacks deviennent chers, enfin, et toute possibilité de faire des concerts dans la rue devient compliquée. Donc on a cette problématique, un nouvel aéroport qui arrive, enfin vraiment toutes les dérives et vraiment des quantités phénoménales de touristes qui se déversent dans la ville. Et en même temps, bah, moi j'ai pu aller dans cette ville et voir totalement autre chose et j'étais pas du tout un touriste en l'occurrence et j'étais super heureux de pas être un touriste dedans, même si j'ai eu des petits moments touristiques à passer dans des coins. Mais en fait, on était avec tout un groupe de personnes qui faisaient tout un travail pour faire découvrir la ville autrement, les parties de la ville que personne découvre, les zones un peu underground. Donc j'ai eu l'occasion de me retrouver dans un squat avec des cours de salsa qui se faisaient dedans. C'était assez marrant l'espèce de côté antinomique entre les deux sur le beau parquet, dans le squat avec tous les tags et les gens qui dansaient la salsa et qui faisaient. Ouais, c'était très drôle. Et en fait, il y a des lieux comme ça alternatifs qui sont en plus beaucoup plus riches et qui sont peu connus et une approche presque anti-touristique de ces lieux, mais parce que c'est des lieux vivants, c'est des lieux où en fait tu croises des personnes qui sont locales, qui sont elles-mêmes curieuses de ce que moi, un Français de passage, apporte. Et là, on est dans l'interaction et on n'est pas dans la consommation de la ville. Donc on peut voir quelques bâtiments très jolis, mais en fait, moi, je suis pas allé voir que ça dans Florence. Et je pense qu'on peut voyager clairement autrement et ne pas participer au tourisme de masse et même c'est enviable. Enfin, personne en plus a envie d'être un touriste. Enfin, moi, je donne des formations là-dessus et j'interviens souvent, je donne des ateliers. Je fais souvent une cible où qu'est-ce qui caractérise le touriste, qu'est-ce qui caractérise le voyageur et qu'est-ce qui caractérise le voyageur à impact positif. Et personne n'a envie d'être le touriste. Enfin, donc c'est tous les trucs très organisés du touriste, voilà, qui passe par un tour pour opérateur, qui est rapide, qui veut faire vite, qui veut faire les pays ou les villes. Et donc, c'est quand même, c'est un imaginaire qu'on nous vend, mais c'est quand même assez facile d'en sortir. Et c'est plaisant et c'est plaisant pour tout le monde. C'est plaisant aussi pour les locaux de l'endroit où on va, qui en fait, eux, cherchent, comme tout le monde, une interaction humaine. Peut-être tu les payes pour un service, mais en fait, ce qui est surtout intéressant, c'est l'échange, c'est cette dimension humaine, alors que eux, souvent en face d'eux, ils ont des touristes qui veulent payer pour un service et qui gueulent si jamais le service est pas en face. Et donc ça crée tout de suite ça un rapport qui est plus du tout humain, qui est purement commercial. Donc en fait, pour moi, le voyageur, tant qu'il ramène de l'humain dans tout ça, de temps en temps, il peut être le touriste, mais il le sera assez rarement. Mais par contre, il faut changer de mode de transport, il faut changer un peu de mode d'interaction, il faut accepter de prendre du temps, de pas courir après les choses à faire parce que le Lonely Planet enfin, voilà, nous a dit que c'était ça qu'il fallait voir dans la ville. Non, juste se dire, bah tiens, je flâne en fait et je vais voir différentes choses et je discute avec les gens et je rentre dans un bar ou dans une soirée associative et je regarde ou je vais voir les associations qui existent sur place et je me renseigne et je discute avec les gens. Et là, tout de suite, en fait, on rentre dans une relation humaine et qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on vienne de la ville même, en fait, c'est ce que les gens apprécient. Enfin, moi c'est ce que j'apprécie et je pense que c'est ce que chacun apprécie. Donc on va réussir à dépasser le tourisme, mais il y a un peu de taf, hein. Toi, quand justement tu as fait ton voyage dans le cadre d'On the Green Road, tu as été obligé de prendre l'avion d'un continent à un autre. Enfin, on sait enfin, l'impact que ça peut représenter. Il y a pas longtemps, il y a une sortie médiatique qui a fait beaucoup réagir, qui est celle de Jean-Marc Jancovici. La proposition qu'il faisait, c'était de limiter à 4 vols par an et par personne le fait de prendre l'avion. Est-ce que tu penses que c'est une proposition intéressante? Quelle est ta position sur l'avion, toi qui l'as pris justement pour partir loin? Moi j'aime beaucoup sa proposition, elle est volontairement provoque et c'est du bon Jean-Marc Jancovici. En l'occurrence, elle est provoque et en même temps
assez réaliste finalement si on veut arriver au niveau des accords de Paris et en fait arrêter de bousiller la planète. En fait, sur tous les secteurs, il faut qu'on fasse des efforts. On peut pas se dire, ah bah en fait, non, mais je vais garder que le voyage, l'avion, par contre, je mange végétarien, je fais super gaffe à plein de choses et tout. Ouais, mais non, mais l'avion, il a un impact super fort et encore, on le calcule encore mal. Il y a les traînées radiatives qui sont derrière l'avion, en fait, enfin voilà, c'est de l'eau qui condense, qui se glace derrière les particules qu'émet l'avion. Et en gros, ça augmente l'effet de serre de l'avion et ça ferait entre x4 et x7 par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Donc en fait, l'impact de l'avion est bien plus monstrueux que ce qu'on croit. Et ouais, faire gaffe, surtout qu'on est peu de gens dans le monde à utiliser l'avion. Donc en fait, on est, je crois, c'est 12% ou quelque chose comme ça. Enfin, si jamais on veut être démocratique et que tout le monde ait les mêmes droits à prendre l'avion, bah, à un moment, il faut qu'on baisse fortement. Donc moi, j'aime beaucoup sa proposition. Après, derrière, nous, on est dans l'approche pédagogique de tout ça, rendre les choses enviables pour les gens et qu'ils se disent, ah ouais, en fait, je vais pas juste, c'est pas juste la contrainte, c'est aussi parce que je vais aussi gagner sur plein de plans et surtout, je vais y prendre plus de plaisir à voyager autrement. Et en fait, je serai vraiment un aventurier, ce que tout le monde rêve un peu. Et ben en fait, en juste, j'ai pas besoin d'aller à l'autre bout du monde et me faire un safari, je sais rien, en Afrique du Sud pour avoir l'impression d'être un aventurier. Parce que en fait, c'est pas du tout être un aventurier, ça, c'est suivre un chemin tout tracé touristique. Mais je suis un aventurier en prenant mon vélo et en allant faire un tour dans les Alpes pour 3, 4 jours ou 10 jours. Là, je vais vraiment vivre une aventure. Là, je vais rencontrer des gens. Là, je vais un peu me confronter aussi. Je vais vivre des trucs que j'ai pas l'habitude de vivre. Et j'en reviendrai plus fier de moi aussi parce que j'aurais fait un exploit pour moi à mon échelle. Donc c'est vraiment ce qu'on veut porter, mais en fait, ça suit la même finalité que ce que dit Jean-Marc Jancovici. C'est qu'à un moment, d'un point de vue carbone, si on prend vraiment les contraintes planétaires, il faut vraiment qu'on bouge, pour qu'on se calme clairement sur l'avion. Pour moi, l'avion, il devrait être limité à des expériences hautement initiatiques dans une vie, des trucs où, bah oui, de temps en temps, on a besoin d'aller voir d'autres cultures et de faire un voyage, je sais pas, d'un an, où vraiment on va rencontrer les gens, on s'immerge et on revient transformé. Et là, ok, là, ça va, ça a du sens. Là, l'avion, il est, je trouve, bien utilisé, mais il y a tellement d'utilisation mauvaise de l'avion. Voilà, nous, on veut vraiment porter cette autre vision, le voyage bas carbone et le voyage à haute intensité. Les deux vont ensemble, en fait. Donc au final, ouais, ça rejoint le fait de redonner du sens au voyage. Tu as donné plusieurs solutions, tu as parlé du voyage engagé, du voyage à impact positif. Qu'est-ce que ces formes de voyage peuvent apporter justement à la société? Parce que tu maintiens que oui, il faut se calmer sur l'avion, sur plein de choses, on doit partir voyager autrement, mais en même temps, le voyage, c'est important. Qu'est-ce qu'il est en mesure de nous apporter justement? Bah, le voyage dans une vie, c'est un élément très très important. Enfin, il y a ce dicton de le voyage forme la jeunesse, et je pense pas que la jeunesse. Il y a qu'à voir en fait sur tous les événements liés au voyage. Là, j'étais à Quai du Départ, par exemple, un festival lié au voyage, et il y avait une salle de 600 personnes remplie bah, devant nos explorateurs de Tracer la route, qui ont un concert dessiné. Et en fait, enfin, moi, j'ai pu remarquer aussi en intervenant devant les publics cette fascination pour l'exploration, pour le lointain aussi, mais pour la figure du voyage un peu insolite aussi. Donc, je sens qu'il y a une aspiration pour ça qui est profonde, qui est un peu un rêve, un rêve collectif. Je pense qu'il y a presque un besoin derrière tout ça, d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose, de se confronter, de vivre quelque chose où on sort de sa zone de confort, où on sort de son entourage, de tout ça pour aller se dépasser et en fait vivre vraiment quelque chose et découvrir qu'en fait à ce moment-là, il y a plein de choses qui se passent, qui sont incroyables et que donc on n'a plus besoin d'être en surcontrôle sur tout et qu'on peut voir la vie comme quelque chose qui se passe et qui est riche et on la vit vraiment, quoi, on n'est pas en contrôle. Tout ça, on l'apprend pendant le voyage et c'est vachement important. C'est des trucs vraiment fondamentaux et puis l'interculturalité, le fait de se rendre compte que bah, l'autre, à l'autre bout du monde, en fait, il est comme moi. Il est comme moi dans le sens où c'est un humain aussi, qu'il a les mêmes aspirations, qui va s'entraider aussi, qu'il a
ouais, cette attention à l'autre, cette bienveillance, cette sympathie. Et en fait, ça, moi, je l'ai retrouvé partout. Donc, je l'ai vécu pendant quasiment 400 jours et je l'ai expérimenté un peu tous les jours. Donc maintenant, c'est profondément ancré en moi comme une vérité solide. Mais je trouve que ça a expérimenté parce que sinon on se laisse emporter par des discours de peur, de ah bah tiens, en fait l'autre, ah oui, mais ils viennent de là-bas, ils veulent, je sais pas quoi, nous piquer ça. Ou... Non, en fait, quand tu rencontres les personnes dans leur pays, tu te rends compte à quel point ils sont. Enfin, il y a une humanité très forte qui se dégage de tout ça. Donc en gros, il y a des apprentissages du voyage comme ça qui sont ultra forts, plus sur les dimensions écologiques, plus sur les dimensions presque d'égalité sociale aussi. Pour moi, ce sont des choses que presque tout humain, ça serait important qu'on ait un peu ce voyage initiatique. Si on demandait à moi, je mettrais presque une année ou quelques mois de voyage initiatique dans le parcours scolaire de quelqu'un. Parce qu'en fait, on apprend énormément. Donc ça, pour moi, c'est vraiment à garder. C'est une dimension du voyage qui est ultra forte et qui apprend à la société, qui peut être partagée après à d'autres, qui peut inspirer d'autres, ouais, qui permet le vivre ensemble et qui permet l'épanouissement d'une personne, le fait qu'elle trouve sa trajectoire, le fait qu'elle soit bien assurée avec elle-même, qu'elle soit bien. Et donc ça, pour moi, c'est des dimensions du voyage genre, qui sont incroyables. Et pour moi, on se fait presque voler le voyage par le tourisme. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, c'est pour ça que le kérosène des avions à l'international n'est pas taxé. C'est qu'en fait, ça sort de l'après-Seconde Guerre mondiale où l'avion était tout juste en développement, enfin l'avion commercial pour des passagers. Et en fait, il y a eu cette idée-là de dire, bah, en fait, on ne va pas taxer les mobilités internationales parce que justement, elles favorisent l'interculturalité, elles favorisent l'échange, et donc ça amoindrit la possibilité de guerre. Ce qui était une idée intéressante dans ce contexte-là de sortie de Seconde Guerre mondiale. Mais en fait, aujourd'hui, là, on arrive sur un tourisme de masse, il y a les impacts carbone, et en fait, on n'arrive pas à remettre en question ça. Et enfin, en fait, il y a une différence entre, à l'époque, se dire, ah, c'est bien que les gens puissent un petit peu dans leur vie, au moins une fois, voyager en avion, ce qui était le cas. Ah, maintenant, bah, en fait, allons-y, pump it up, tout le monde prend l'avion plein de fois dans sa vie et on vend des billets pas chers et on pollue la planète. Et par contre, il y en a qui n'ont jamais le droit de prendre l'avion parce qu'ils sont trop pauvres. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose, je trouve, à rééquilibrer en fait dedans. C'est une position d'équilibre. Merci beaucoup. Est-ce que tu as justement peut-être un petit dernier message à faire passer sur la question du voyage? Est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner aux personnes qui nous écoutent? Peut-être le slogan de l'association On the Green Road, c'est le voyage comme transition personnelle, son partage comme transition du monde. On y croit assez fortement à cette dimension-là. Et peut-être dire aussi que rappeler que le voyage, il peut aussi se faire à deux pas et que c'est à ne jamais oublier parce que, enfin, moi, c'est rien qu'en ressortant dans sa ville et en se baladant, en fait, on peut découvrir des choses. Enfin, il y a même des associations aussi qui permettent, ou des entreprises qui permettent d'aller découvrir d'autres cultures en restant dans sa ville, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a une grande migration, il y a des diasporas, et donc, en fait, c'est une vraie richesse aussi en étant quelque part. Donc, on peut vraiment voyager, on peut même accueillir des voyageurs, et ça nous fait voyager, parce qu'en fait, ils viennent d'une autre culture, ils viennent d'autre part. Enfin, moi, j'avais des Allemands ici à la maison encore hier, et en fait, bah voilà, j'ai plus appris sur la politique allemande actuelle, mais vue par des Allemands. Donc, en fait, c'est des infos que je pourrais jamais avoir sinon. Même par un journal, j'aurais pas ça. Et en fait, on peut vraiment découvrir des choses. On n'a pas besoin forcément d'aller tout le temps à l'autre bout du monde pour avoir l'impression de se dépayser. C'est juste qu'il faut. Il y a un petit effort à faire pour essayer de trouver d'autres moyens. Ils sont tellement plus riches. Merci beaucoup, Siméon, pour ce passionnant échange. Merci beaucoup pour toutes les choses justement que tu nous as apportées, tous ces bons conseils. Maintenant, il n'y a plus qu'à partir voyager autrement, se lancer dans un projet de voyage engagé et rejoindre On the Green Road. N'hésitez pas, Vaya Campus est grand ouvert pour justement accompagner aussi des projets qui soient en essence, que ce soit vraiment que le départ, un petit peu justement l'essence, l'idée balbutiante d'un voyage qui soit là, un rêve à réaliser, ou que ce soit quelque chose de déjà un petit peu plus construit et qui a besoin d'être accompagné pour aller jusqu'au bout.
voire bientôt on pourra aussi accompagner les retours de voyage. On l'espère dans pas trop longtemps si on a les soutiens adéquats aussi pour ça. Il faut se dire qu'un voyage, il peut vraiment avoir une dimension, une portée ensuite plus large. Et ça, c'est très chouette d'avoir un voyage partagé. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre, à rejoindre l'aventure, ou aussi, si expérience de voyage il y a, de venir les partager ou accompagner d'autres voyageurs. On espère que le voyage fera partie un petit peu de ce changement d'imaginaire que beaucoup appellent de leur vœu, sur qu'est-ce que pourrait être un monde demain, qu'est-ce qui s'invente aussi à travers le monde et qu'on peut montrer à travers les récits de voyageurs. Mais merci beaucoup pour l'invitation et pour l'initiative de ce podcast très chouette. Merci, passe une belle fin de journée, à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vive voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.